Je voudrais vous parler d'une partie du travail que vous faites à l'ADC. Vous représentez un client dans l'une des affaires les plus incroyables que j'ai jamais vues. Et c'est bien un procès, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'accusé. C'est ma seule cliente accusée. Toutes les autres personnes que je représente sont des plaignants. C'est ça? Oui. Et d'une manière ou d'une autre, ça avance. Je vais vous laisser présenter cette affaire à nos téléspectateurs. Allez-y. Je vais faire aussi bref que possible. C'est un peu compliqué. Mais en gros, Madame Ali, Janine Ali, se trouvait à un rassemblement. C'était pas vraiment une manifestation, c'était une veillée pour des enfants qui avaient été tués à Gaza. Ils étaient là avec des photos devant le bâtiment Dirksen du Sénat. Et il y avait bien sûr une contre-manifestation de fanatiques israéliens complètement fous. L'une de ces personnes était Kamara Sumral, qui, je crois, a été à un moment donné responsable de la section de Washington de Beitar. Beitar, une organisation extrémiste violente qui revendique explicitement la violence contre les Arabes et les Palestiniens, y compris les enfants. Et elle affirme que Madame Ali a tiré sur la cape qu'elle portait, une sorte de cape aux couleurs du drapeau israélien, en gros. C'est ça. Madame Ali dit que ce n'est pas elle qui l'a fait, et il y a effectivement eu une procédure pénale au terme de laquelle elle a été acquittée. Le juge a dit qu'il ne pouvait pas établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle avait fait ça. Mais passons. Mettons de côté la question de savoir si elle a tiré sur la cape ou non, parce que ça ajoute une complication. Kamara a engagé les avocats du NJAC, j'ai oublié ce que ça veut dire, National Jewish, quelque chose, coalition, enfin bref. Mark Goldfeder en est le prince héritier. Ils ont déposé une plainte fédérale. Kamara a littéralement allégué qu'elle avait tiré sur la cape et que pendant 1 minute, elle avait été un peu mal à l'aise et ne pouvait pas respirer. Pas 1 minute, 1 seconde, enfin quelques secondes. Enfin, ils ont déposé une plainte fédérale en s'appuyant sur une loi datant de l'époque des droits civiques, la section 981, qui interdit la discrimination raciale, notamment la discrimination raciale cautionnée par l'État et la discrimination raciale dans la conclusion de contrats. D'accord. Ils l'ont utilisé de manière autonome comme fondement de l'action, mais ils ont aussi ajouté tout un ensemble de demandes fondées sur le droit local de Washington, D.C., des actions en responsabilité civile, comme l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, les violences physiques, ce genre de choses. Des demandes civiles fondées sur cette loi. Donc, ils rattachaient la compétence à cette loi fédérale. En quelque sorte, ils fédéralisaient des demandes qui, normalement, auraient simplement relevé d'un tribunal local. La plupart des gens auraient dit « ça ne marchera pas », mais ça a marché parce qu'ils ont obtenu. Je ne vais pas dire ce que je pense du juge parce que je ne fais pas ça, surtout quand une procédure est en cours. Ils ont eu de la chance avec leur juge et il a rendu une ordonnance de référé en faveur de Kamara en disant que... Ah, autre chose. Il faut prouver une discrimination raciale, d'accord? Que c'était bien une discrimination raciale. Il a donc estimé que les éléments prévus par la loi étaient réunis, notamment que tirer sur la cape au drapeau israélien constituait un acte de discrimination antisémite. Donc voilà. Et il a dit que notre argument, selon lequel il s'agissait, si cela s'était produit, d'un acte dirigé contre l'État d'Israël et non contre les Juifs en général, était complètement absurde. Il a dit quelque chose comme « Si l'étoile de David apposée sur un drapeau blanc ne représente pas le peuple juif, alors je ne sais pas ce qui le représente. » Oui. Tout comme le signe de l'islam sur le drapeau saoudien. Enfin, l'autre chose, c'est que, vous savez, elle ne la connaissait pas. Enfin, je ne sais pas si elle connaît Kamara, en fait, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Il n'y avait aucune preuve qu'elle soit allée la voir pour la cibler parce qu'elle était juive. C'était évidemment un différend politique. Et Janine Ali est palestinienne.
Oui, oui, C'est un facteur en quelque sorte ici. oui. Et elles portent le hijab, ce qui, je pense, les agace probablement encore plus, vous savez, parce qu'ils détestent les musulmans plus que... Mais c'est ce que je dis toujours à propos de l'antisémitisme palestinien. S'ils étaient assiégés et occupés par des Chinois, ils seraient contre les Chinois. Oui, exactement. Ça devrait être considéré comme une circonstance atténuante, le fait qu'elle soit palestinienne ici. Parce qu'évidemment, le conflit entre elle et Kamara Sumral est politique. Mais laissez-moi juste... Eh bien, oui, dans leur plainte modifiée, ils ont inclus un historique du Moyen-Orient qui était... Enfin, ça vous aurait laissé bouche bée. On y disait, par exemple, qu'il n'y avait pas de Palestiniens dans la région avant, disons, autour de 1930. Quoi? Que les Arabes hostiles avaient envoyé des représentants pour aller tourmenter les Juifs. C'était vraiment... Donc nous avons demandé que cela soit retiré, en disant que c'était tellement aberrant, sans aucun précédent ni fondement historique. Et le juge a rejeté cette demande aussi. Enfin voilà, c'est tout, ils ont rejeté. Ils ont nié les avoir rayés pour vous. Ils ont rayé le fait qu'il n'y avait pas d'Arabes. Il a dit, en gros, je ne vais pas plaider cette affaire. Vous voyez, parce qu'on essayait de dresser le tableau du litige pour donner un peu de contexte à la raison pour laquelle Janine Ali protestait. C'est ça. Permettez-moi de résumer cela pour notre public. Votre cliente, Janine Ali, une Palestinienne, est en gros accusée de discrimination raciale parce qu'elle a tiré sur le drapeau israélien qu'une femme portait, alors que cette femme semblait la harceler. Il n'y a aucune preuve claire qu'elle l'ait fait. Dans sa décision sur la requête en irrecevabilité, le juge a dit qu'elle avait étranglé cette femme. Mais le juge semble en réalité s'orienter vers l'idée que le drapeau israélien est un symbole de tous les Juifs, et que si quelqu'un touche un drapeau israélien, il peut être accusé d'un crime de haine. Il pourrait être accusé d'un crime. Alors que si je sors dans la rue maintenant et que je brûle un drapeau américain, c'est une forme d'expression protégée par le premier amendement. Mais le drapeau juif est particulier. Il a dit le drapeau juif, il a littéralement dit le drapeau juif. Oui. Mais il y a 2 ou 3 éléments qui rendent cette décision moins mauvaise. D'abord, ce n'était pas une décision sur une requête en irrecevabilité. Donc le juge doit examiner les faits présentés sous l'angle le plus favorable à la demanderesse. Les critères sont un peu... On n'est pas obligé d'accepter des choses qui sont manifestement fausses, comme dire qu'il n'y avait pas de Palestiniens sur le territoire qui est aujourd'hui Israël avant 1930, ce genre de choses. Mais certains diraient non. Tout ce que la demanderesse allègue, les gens appliquent des critères légèrement différents. Donc on en est seulement au stade de la requête en irrecevabilité. Mais il a essentiellement dit que c'était une argumentation assez ridicule de prétendre que cela n'avait rien à voir avec le fait qu'elle soit juive. Donc il est clairement en train de... Mais l'autre élément, c'est que nous aurons un jury. Et si nous poursuivons sans faire appel, nous aurons un procès devant jury. Nous essayons de décider s'il faut faire appel immédiatement ou aller au procès. Nous aurions un jury. Donc, au moins, il y a ça. Un procès devant jury est clairement préférable à quoi que ce soit que ceci puisse être. Ce juge, c'est insensé. Et les représentants juridiques de Kamara Simral l'appellent eux aussi le drapeau juif. Je veux dire, replacez ça dans le contexte de la définition de l'antisémitisme de l'ISRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est désormais inscrite dans la loi dans des États comme la Floride, des États où Israël contrôle le pouvoir législatif. En gros, ils disent qu'il n'y a aucune différence entre le sionisme et le judaïsme, et que toute attaque contre le sionisme est en réalité un discours antisémite. C'est exactement ce que disent les éléments anti-juifs. Puisque la plupart des juifs soutiennent le sionisme, pourquoi ne devrions-nous pas tenir les juifs
collectivement responsables des crimes d'Israël. Oui, Cette affaire semblerait donc faire avancer la définition de l'IHRA. eh bien, je veux dire, la définition de l'IHRA est, je pense, intrinsèquement incohérente aussi, dans le sens où elle dit qu'il est antisémite de tenir les Juifs collectivement responsables de l'État d'Israël, mais qu'il est aussi antisémite de nier que les Juifs ont un lien particulier avec l'État d'Israël. Donc, en réalité, ces deux choses ne sont pas très... je veux dire, j'imagine qu'on peut bricoler un argument pour expliquer en quoi elles sont cohérentes, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, je veux dire, ce qu'ils essaient de faire est très clair. Et ce qui est clair pour moi, c'est que je ne fais que plaider ce type d'affaires, dans lesquelles des personnes sont essentiellement sanctionnées pour leur militantisme, leur prise de parole ou leurs opinions pro-palestiniennes. Il est très clair qu'il y a une tentative concertée de la part du lobby pro-israélien qui a désormais un partenaire disposé à agir au sein du gouvernement fédéral et de nombreux gouvernements d'État pour assimiler l'antisionisme ou les sentiments anti-Israël à l'antisémitisme et ainsi instrumentaliser le droit civil afin de faire taire les gens sur ces sujets. Et c'est très répandu. Cela se fait dans les universités lorsqu'on invoque le titre 7 pour dire qu'elles doivent mettre fin aux manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles seraient antisémites. Donc, au titre du titre 6, les universités auraient l'obligation d'éradiquer la discrimination antisémite et dire de la rivière à la mer en ferait partie. Je veux dire, il y a littéralement eu des affaires où c'est ce qu'ils soutiennent et où certains tribunaux ont accepté cet argument. Le titre 2 est utilisé contre l'un de mes clients, il s'applique aux entreprises. Mes clients avaient dit que Dan Goldman n'était pas le bienvenu dans son café parce qu'il soutient le génocide. Et maintenant, le ministère de la Justice s'en prend à lui et enquête sur lui pour discrimination antisémite au titre du titre 2. Il possède une chaîne de 7 cafés à New York. Il sert énormément de Juifs chaque jour. Il n'a clairement pas dit que les Juifs n'étaient pas les bienvenus. Il a dit que Dan Goldman n'était pas le bienvenu. Et vous avez le droit d'empêcher des gens d'entrer dans votre établissement parce que vous n'aimez pas leurs opinions politiques. De la même manière que vous pourriez dire que Hitler, s'il était encore en vie, ne pourrait pas entrer dans votre café. Vous pouvez aussi dire que Dan Goldman ou Netanyahou ne sont pas les bienvenus dans mon café. Mais il y a des forces très puissantes qui instrumentalisent des lois conçues en réalité pour protéger les minorités, en les déformant et au fond en les retournant complètement, afin de protéger les sionistes et de leur éviter d'avoir à entendre des choses qui blessent leurs sentiments. Et quand vous parlez d'éléments très puissants, il y a la personne au ministère de la Justice qui a lancé l'enquête sur votre client, Parviz Mohammad Khalaf. C'est votre client, oui. Et quel est son café? Poetica. Oui, et... Au nom de Dan Goldman, qui est un représentant démocrate, progressiste, mais ultrasioniste, fanatiquement sioniste et immensément riche, qui se plaint simplement de l'antisémitisme parce qu'il a perdu une primaire démocrate et que c'en est fini pour lui. C'est quelqu'un de tellement privilégié. Mais la personne qui dirige la division des droits civiques au ministère de la Justice, c'est Harmeet Dillon. Et Harmeet Dillon Law représente actuellement un agent étranger israélien enregistré au niveau fédéral, appelé Show Faith by Works. C'est un groupe évangélique payé par le ministère israélien des Affaires étrangères pour cibler géographiquement des méga-églises évangéliques dans 3 États et pour rémunérer des influenceurs évangéliques afin qu'ils promeuvent le sionisme chrétien dans le monde entier auprès des masses protestantes. Son cabinet d'avocats est désormais dirigé par son frère, tandis qu'elle dirige la division des droits civiques. Donc toute cette division des droits civiques est en gros instrumentalisée par Israël.
Et pendant ce temps, ils ne croient pas que quelque loi sur les droits civiques, quelque précédent que ce soit, ou quoi que ce soit d'autre, puisse s'appliquer aux Noirs, aux personnes racisées ou aux autres minorités. Non, je veux dire, tout le ministère de la Justice est désormais là pour, genre, ruiner la vie de barista parce qu'il porte des pains en forme de pastèque, en gros. C'est dégoûtant. C'est complètement l'inverse de ce que la loi sur les droits civiques était censée faire. Donc, en quelque sorte, vous voyez les rouages du fonctionnement de l'administration Trump. Et j'imagine que vous avez contesté l'administration Biden sous un autre angle. Mais maintenant que vous les affrontez dans ces affaires liées à la Palestine, à Israël-Palestine, dans quelle mesure Israël contrôle-t-il cette administration et le gouvernement américain, d'après ce que vous observez en menant ces affaires? Je veux dire, on dirait que c'est pratiquement entièrement ça. Je veux dire, comme je l'ai dit, pourquoi la mission principale du ministère de la Justice consiste-t-elle maintenant à détruire la vie d'étudiants qui disent « de la rivière à la mer » tout en ignorant des violations très graves des droits civiques commises contre des Arabes, des Palestiniens et des Juifs, ainsi que contre d'autres groupes. C'est évidemment parce qu'ils exécutent les volontés d'Israël. Et Israël est terrifié parce qu'il perd du soutien aux États-Unis. Franchement, ils sont pas très intelligents parce que plus ils font ça, plus ils se mettent les gens à dos. Mais ils essaient très fort. J'ai justement tweeté aujourd'hui à propos de cette nouvelle série qui s'appelle L'attentat contre le vol Panam 103. On a commencé à la regarder et je me suis dit, c'est juste de la propagande israélienne. Il y a une scène où ils parlent de qui aurait pu commettre cet attentat à la bombe contre l'avion qui a fini par atterrir au-dessus de le FPLP, le FPC. Oui. Et là, quelqu'un dit, on a reçu une information selon laquelle c'était le Mossad. Et ils éclatent tous de rire, du genre, c'est tellement ridicule. Puis quelqu'un dit, mais il y a une vraie information sur le Front de libération de la Palestine. Ils détestent Israël et tous ses alliés. C'est un groupe supplétif de l'Iran. Et moi, je me suis dit, c'est la propagande la plus flagrante que j'ai vue depuis un bon moment. Donc je pense que les efforts sont vraiment concertés pour que les Américains continuent de soutenir Israël. Oui, et ils vont... Enfin, la propagande, peu importe. Toutes ces séries israéliennes, il y en a des tonnes. Fauda ou je ne sais quoi. Fauda, oui. C'est juste une machine sans fin. Mais de toute évidence, ça ne marche pas. L'opinion s'est complètement retournée contre Israël, et je dirais de manière permanente, au moins au sein de la base du Parti démocrate et de celle du Parti républicain. À long terme, ça ne s'annonce pas bien. Il ne leur reste que la force. Oui, c'est pour ça que les procédures judiciaires deviennent bien plus importantes pour eux, avec l'assassinat. Mais oui, oui. Et je veux dire, ils gagnent plus souvent que je ne le voudrais. Vous savez, évidemment, il y a environ un an, j'espérais davantage que les tribunaux protégeraient en quelque sorte nos droits. Et ce n'est pas un scénario unique. Il y a de bonnes décisions et il y en a de mauvaises, mais il y en a plus de mauvaises que je ne l'aurais imaginé. Et quel est le problème avec les tribunaux? Est-ce que les juges sont idéologiquement sionistes? Ou bien ils ne comprennent tout simplement pas la question? Ou alors ils s'en remettent au gouvernement? Qu'est-ce qui explique ça? Je veux dire, dans beaucoup de cas, c'est les trois à la fois, mais pas chez le même juge. Par exemple, il y a eu beaucoup de très bonnes décisions de tribunaux fédéraux, de districts, donc le premier niveau de juridiction fédérale, concernant des personnes comme Mahmoud Khalil, placé en détention administrative pour motifs migratoires, et qu'on essayait d'expulser à cause de leurs propos ou de leur militantisme pro-palestinien. Presque toutes les premières décisions étaient bonnes.
Elle disait que l'administration les plaçait clairement en détention et essayait de les expulser pour des propos protégés par le premier amendement. On ne peut pas faire ça. Mais récemment, il y a eu une série de mauvaises décisions des cours d'appel fédérales. Elles se fondaient sur la compétence juridictionnelle. Elles ont estimé qu'il existe dispositifs de sur la loi nationale, mais et que sa formulation est un peu ambiguë. Et donc, ils ont dit, en gros, que vous devez passer par toute la procédure d'immigration avant de pouvoir saisir les tribunaux fédéraux. Ce qui, à mon avis, est absurde, surtout dans les affaires relevant du premier amendement, parce que ça peut prendre des années avant que ce soit terminé. Et pendant tout ce temps, vous allez avoir peur de dire certaines choses parce que vous pourriez être puni pour ça. Et ça a un effet dissuasif sur les autres. Tout l'objectif de l'habeas corpus, c'est que si vos droits constitutionnels sont violés, vous pouvez immédiatement saisir les tribunaux fédéraux si un gouvernement d'État ou une autre branche du gouvernement les viole. Et c'est encore plus horrible, enfin horrible est peut-être un mot trop fort, mais c'est troublant parce que les tribunaux de l'immigration ne sont pas de vrais tribunaux. Ils font partie du ministère de la Justice, ils font partie du pouvoir exécutif. Donc en substance, vous êtes poursuivi par la même entité qui vous juge et les juges de l'immigration peuvent être révoqués par le procureur général, qui est en substance le procureur. Ils seront donc incités à faire ce que demande l'accusation. Alors, l'idée que vous n'ayez aucun recours devant les tribunaux fédéraux alors que les enjeux sont si importants, je veux dire, pour quelqu'un comme Mahmoud Khalil, qui est réfugié, un réfugié palestinien, qui a une femme et un enfant ici, vous n'avez aucun moyen de saisir les tribunaux fédéraux pendant que votre recours est en cours et vous pourriez même être derrière les barreaux pendant ce temps-là. C'est tout simplement absurde. Comment les gens peuvent-ils soutenir ce que vous faites au sein de l'American Arab Anti-Discrimination Committee? Eh bien, honnêtement, la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est de faire un don, parce que c'est comme ça que nous finançons notre travail. Nous dépendons entièrement des dons, principalement de donateurs de terrain, et vous pouvez faire un don sur adc.org. Nous acceptons aussi les chèques, les virements bancaires, tout type de dons. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir notre travail. Abed Ayoub, président de l'ADC, est mon avocat dans notre action en justice contre le secrétaire du DHS, Mark Wayne Mullen. Nous demandons une décision déclaratoire et des mesures d'injonction pour la fouille et la saisie illégale de mes appareils. Merci beaucoup de nous rejoindre sur The Grey Zone. Merci de me recevoir. Absolument.